Chapitre 8 Temps et relativité restreinte. En 1905, Albert Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle la vitesse de la lumière, dans le vide, a la même valeur quel que soit le référentiel galiléen. Mais comment cette idée est-elle née? L'animation qui suit expose les éléments expérimentaux qui ont conduit à cette théorie. Au XIXe siècle, on pense que la lumière, comme les ondes mécaniques, a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ainsi, l'espace serait rempli d'un fluide immobile, nommé éther, dans lequel la lumière se propagerait à vitesse constante. La Terre en mouvement par rapport à l'éther serait alors soumise à un vent d'éther de sens opposé à celui de son déplacement. Dans les années 1880, Albert Abraham Michelson et Edward Williams Morley conçoivent un appareil appelé interféromètre, destiné à mesurer la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Ce dispositif consiste à séparer un faisceau lumineux monochromatique en deux faisceaux se propageant dans deux directions perpendiculaires afin d'observer leurs interférences dans un détecteur. Michelson et Morley pensent que le mouvement de la Terre par rapport au référentiel de l'éther induit une vitesse de la lumière différente dans les deux directions perpendiculaires. D'après la mécanique classique, cette différence de vitesse proviendrait de la composition des vitesses. Avec cette hypothèse, la figure d'interférence observée sur le détecteur devrait être différente selon l'orientation de l'interféromètre par rapport au sens de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Car toujours d'après cette hypothèse, le décalage entre les faisceaux qui interfèrent dépendrait des interactions avec le vent d'éther. Or, ce n'est pas ce qui est observé. Quelle que soit l'orientation du dispositif, la figure d'interférence reste la même aux incertitudes de mesure près. En 1905, Albert Einstein propose d'abandonner la notion d'éther et publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle la lumière se propage dans le vide avec une vitesse indépendante du référentiel. L'expérience de Michelson et Morley n'a pas démontré l'existence de l'éther. Elle est compatible avec la relativité restreinte d'Einstein. La théorie de la relativité restreinte a des conséquences inattendues sur la conception du temps. Imaginons une navette spatiale très rapide dans laquelle est placé un dispositif appelé horloge de lumière. Ceci. Il s'agit d'un système comportant un émetteur-récepteur de flash lumineux et d'un miroir. L'observateur O1, proche de ce dispositif, mesure la durée d'un aller-retour d'un flash lumineux. Cette durée est le temps mis par la lumière pour parcourir la distance 2D. Considérons l'observateur O2, extérieur à la navette, qui mesure la durée du même événement. Il mesure alors la durée mise par la lumière pour parcourir la distance 2 fois L. La vitesse de la lumière étant la même dans les deux référentiels, comme la distance parcourue est différente, les durées mesurées seront nécessairement différentes. Nous allons rechercher la relation entre les durées mesurées d'une part par O1 dans le référentiel de la navette et d'autre part par O2 dans le référentiel lié au sol. Ces deux référentiels seront considérés galiléens. Les événements considérés sont l'émission et la réception d'un flash lumineux après un aller-retour dans l'horloge. C'est la durée qui sépare ces deux événements que nous souhaitons mesurer. En note C, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. On suppose évidemment que tout cela se fait dans le vide. Nous allons exprimer ΔTP, appelé temps propre, la durée qui sépare les deux événements, donc émission et réception d'un flash lumineux, dans le référentiel de la navette.
Ce temps est appelé temps propre parce qu'il est mesuré avec une horloge proche des deux événements. On peut écrire que c, la vitesse de la lumière dans le vide, est égale à 2d, la distance parcourue par le flash lumineux, divisé par delta Tp, le temps mis pour faire cet aller-retour. Ainsi, delta Tp égale 2d divisé par c. Exprimons maintenant la durée delta Tm, durée donc de l'aller-retour du flash lumineux, dans le référentiel lié au sol, c'est-à-dire avec une horloge qui est en mouvement par rapport aux événements. On notera petit v, la vitesse de déplacement de la navette dans le référentiel lié au sol, donc lié à O2. Petit l est la distance parcourue par la navette pendant l'aller du flash, depuis l'émetteur jusqu'au miroir. Dans le triangle rectangle de côté petit d, grand L, petit l, on peut écrire la relation de Pythagore, petit l au carré plus petit d au carré égale grand L au carré. On peut exprimer les longueurs petit l, petit d et grand L en fonction des durées mesurées, delta Tp et delta Tm, et des vitesses respectives, soit de la lumière, soit de la navette. Voyons comment on va s'y prendre. La longueur 2L est la longueur parcourue par la navette pendant l'aller-retour du flash lumineux. Puisque c'est la longueur parcourue par la navette, on peut l'exprimer en fonction de la vitesse de la navette et de la durée mesurée dans le référentiel O2. 2L est donc égal à petit v fois delta Tm. La longueur grand L est la longueur parcourue par le flash lumineux pendant l'aller de l'émetteur au miroir, vue par l'observateur O2. 2L est donc égal à c fois delta Tm. Ici, il s'agit de la vitesse de la lumière, puisque c'est la lumière qui parcourt cette distance grand L. La distance petit d est la distance parcourue par le flash lumineux, donc à la vitesse petit c, entre l'émetteur et le miroir. Donc 2d est égal à c fois delta Tp, la durée mesurée par l'observateur O1 à côté de l'horloge de lumière. En remplaçant les expressions de petit l, petit d et grand L dans la relation de Pythagore que l'on a vue précédemment, on obtient v fois delta Tm au carré plus c fois delta Tp au carré égale c fois delta Tm au carré. En factorisant delta Tm, on obtient c carré moins v carré, facteur de delta Tm au carré, égale c carré fois delta Tp au carré. Ainsi, delta Tm égale racine carrée de c carré divisé par c carré moins v carré fois delta Tp. Ou encore, delta Tm égale gamma delta Tp avec gamma égale 1 sur 1 moins racine de v carré sur c carré. C'est cette expression qui est le plus souvent retenue pour désigner ce que l'on appelle le facteur de Lorentz, qui est un coefficient propre à la relativité. Résumons donc ce que nous venons de voir. On considère la durée de l'aller-retour d'un flash lumineux dans la navette. Dans le référentiel de la navette, cette durée est appelée durée propre, notée delta Tp, car elle est mesurée avec une horloge proche de l'événement et immobile par rapport à cet événement. Dans le référentiel lié au sol, cette durée est appelée durée mesurée et notée delta Tm. On l'appelle durée mesurée parce qu'elle est mesurée avec une horloge en mouvement relatif par rapport à l'événement. Delta Tm est égal à gamma delta Tp. Gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Gamma est appelé le facteur de Lorentz. Il est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que la vitesse v de la navette est toujours inférieure à celle de la lumière. Donc ici, le rapport v carré sur c carré est plus petit que 1, ce qui fait que le dénominateur de ce coefficient est toujours plus petit que 1. Donc le coefficient est plus grand que 1.
La durée mesurée est supérieure à la durée propre. Si V est très inférieur à C, alors V carré sur C carré est très proche de 0 et le dénominateur du coefficient de Lorentz est proche de 1. Alors, le coefficient de Lorentz est très proche de 1. C'est pourquoi, en mécanique classique où les vitesses des véhicules sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière, la relativité du temps n'est pas mesurable. Le programme d'ETS sur cette partie est le suivant. Vous devez avoir vu les notions d'invariance de la vitesse de la lumière et le caractère relatif du temps. Vous devez avoir vu aussi le postulat d'Einstein, les tests expérimentaux de l'invariance de la vitesse de la lumière. Et ce que vous devez savoir, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les référentiels galiléens. Vous devez connaître aussi les notions d'événement, de temps propre, de dilatation des durées et les preuves expérimentales. Ainsi, il vous faudra savoir définir la notion de temps propre, exploiter la relation entre la durée propre et la durée mesurée, et il vous faudra aussi par la suite extraire et exploiter des informations relatives à des situations concrètes où le caractère relatif du temps est à prendre en compte. Alors on va faire un petit résumé de ces notions. Le temps est une grandeur mesurée par une horloge. En physique classique, c'est-à-dire dans la physique de Galilée et de Newton, le temps est considéré comme absolu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il s'écoule indépendamment des conditions extérieures et de la même façon pour tous les observateurs, qu'ils soient dans des référentiels en mouvement ou non. La théorie de la relativité restreinte dit que l'écoulement du temps dépend du référentiel. La durée, séparant deux événements, dépend du référentiel d'observation. Le temps propre, ou durée propre, noté ΔTp, est la durée séparant deux événements ayant lieu au même endroit dans un référentiel galiléen. Cette durée est mesurée par une horloge fixe dans ce référentiel, proche des deux événements. Le temps mesuré, ou durée mesurée, ΔTm, est la durée séparant deux événements, mesurée par des horloges fixes dans un référentiel galiléen en mouvement par rapport au référentiel galiléen où se produit l'événement. On a donc ΔTm qui est toujours supérieur à ΔTp. ΔTm s'exprime en fonction de ΔTp par la relation ΔTm égale gamma ΔTp, où gamma est le facteur de Lorentz égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Le fait que ΔTm soit toujours supérieur à ΔTp est appelé le phénomène de dilatation des durées. Nous verrons en classe quelques situations où le caractère relatif du temps est à prendre en compte, par exemple l'explication de la détection de certaines particules cosmiques sur Terre. Nous verrons aussi le cas des GPS. Sans synchronisation, les horloges qui sont embarquées dans les satellites seraient décalées par rapport aux horloges terrestres. Et ainsi, les GPS ne seraient pas précis.